La République des valeurs vous offre Prépa Bac 2021. Rebonsoir, chers candidates, chers candidats. Nous nous rencontrons encore une fois aujourd'hui, mais cette fois-ci c'est pour disserter un peu sur le thème de l'épistémologie. Je rappelle aux candidates, aux candidats et à ceux qui sont en train de nous suivre que l'épistémologie, c'est une partie du programme de philosophie. Et je rappelle aux candidates, aux candidats, que le cours intitulé Philosophie et sciences que vous avez rencontré dans le domaine numéro 1 n'équivaut pas au cours sur l'épistémologie. Je vous rappelle que dans le cours sur philosophie et sciences, on a tout simplement voulu vous montrer les caractéristiques de la philosophie comparativement à la science. C'est pourquoi à l'époque, on vous avait montré que la philosophie est subjective, alors que la science, dit-on, est objective. On vous avait montré à l'époque que la philosophie, c'est la science du tout. La science, c'est l'étude du particulier. Mais nous avions montré aussi quoi? Que la philosophie porte sur l'abstrait, alors que la science porte sur le concret, sur l'observable. Mais tout ce que nous avions pu dire à ce niveau-là, même important, ne saurait prendre en compte tous les aspects du cours sur l'épistémologie. Il est évident que quand nous allons faire le cours sur l'épistémologie, nous allons retrouver des éléments déjà vus dans philosophie et sciences, mais dans l'épistémologie, nous allons voir beaucoup de choses qu'on n'a pas pu voir parce que ce n'est pas prévu dans philosophie et sciences. C'est donc un avertissement. Ne dites pas que j'ai lu mon cours sur philosophie et sciences, ce n'est donc pas la peine de lire mon cours sur l'épistémologie. Je rappelle aussi aux candidats, aux candidates, que ce n'est pas parce que l'épistémologie est un thème phare pour les terminales S qu'on doit la négliger en série L. Car il est arrivé en plusieurs occasions que des sujets du baccalauréat en série L sortent sur le thème de l'épistémologie. Donc pour la première partie de ce cours-là, nous allons revenir un peu sur la question de l'épistémologie. C'est quoi l'épistémologie? Il est constitué de deux concepts, épistémé, et il y a le concept logique, mais qui vient de logos. Épistémé, aujourd'hui, signifie science. Mais en réalité, on peut le traduire par savoir. On peut le traduire par connaissance. Le mot logos signifie beaucoup de choses. Le mot logos peut signifier vérité. Le mot logos peut signifier étude. Le mot logos peut signifier discours. Il peut signifier réflexion. Par conséquent, aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'épistémologie, nous entendons dire quoi? Toute étude, toute réflexion qui porte sur quoi? Sur la science en particulier, mais sur le savoir, la connaissance en général. N'oublions pas que
la philosophie, on l'a déjà montré, elle est une réflexion sur l'homme, elle est une réflexion sur l'art, elle est une réflexion sur la société, elle est une réflexion sur l'État, elle est une réflexion sur les réalités, on va dire suprasensibles, mais elle est aussi une réflexion sur quoi? Sur la connaissance, on va même dire sur les formes de connaissance, et surtout une réflexion sur la science. Voilà pourquoi la philosophie s'intitule, du moins réfléchit sur la science, et quand elle réfléchit sur la science et sur les formes de savoir, on parle alors de l'épistémologie. Ok? Mais à quoi bon réfléchir sur l'épistémologie? Ou quelles sont les parties de ce cours qu'on appelle l'épistémologie? Pourquoi réfléchir sur l'épistémologie? Le but, j'allais même dire la finalité, on va dire l'objectif de cette réflexion, c'est quoi? Et de répondre à des questions. Quelle question? 1. Qu'est-ce que la science? On ne peut pas passer aujourd'hui sous silence la question qu'est-ce que la science? Parce que la science a fini d'envahir notre existence. On ne peut ne pas réfléchir sur la science parce que notre vie est impensable aujourd'hui sans la science. Mais c'est quoi cette science-là? Nous allons tenter d'y répondre ici. L'épistémologie envisage aussi de répondre à quoi? Quels sont les types de sciences? L'épistémologie voudrait réfléchir sur quoi? Comment est née la science? Pas seulement comment elle est née, mais aussi comment elle évolue. Comment elle évolue. L'épistémologie a pour ambition aussi de nous aider à répondre à un certain nombre de questions, à savoir quelles sont les formes du savoir, ou bien quelles sont les formes de connaissance. Dans l'épistémologie, on va réfléchir aussi sur quoi? Les rapports entre la science et la technique. Sur quoi? Sur la part de la science dans la société. Quelle est la part de la science dans la société? Autrement dit, la science, par exemple, a-t-elle solution à tous les problèmes de la société? Question, la science à elle seule peut-elle faire le bonheur de l'homme? Dans l'épistémologie, on va réfléchir aussi quoi? Sur les rapports entre la vérité et la réalité. Qu'est-ce que la vérité? Du point de vue de la science, est-ce que la vérité renvoie à la réalité? S'il y a une distinction, quelle est la distinction entre la vérité et la réalité? Voilà les questions qui seront posées en général par le professeur dans le cadre de son cours sur l'épistémologie. Mais aujourd'hui, parce que le cours de philosophie doit être adapté
aux réalités du monde, on ne saurait, dans le cadre de la leçon, passer sous silence quoi? La question de l'éthique, ou on va dire dans la science. Et là, ça me fait penser à la question de la bioéthique. Voilà un certain nombre d'éléments que nous compterons aborder, pas totalement aujourd'hui, mais en partie, nous allons y répondre, et pour le reste, dans nos prochaines leçons, si vous le souhaitez, ensemble, nous allons y répondre. Pour aujourd'hui, je vais essayer d'avoir un objectif beaucoup plus réduit. On va dire même un objectif beaucoup plus simple. C'est quoi cet objectif? C'est dire qu'est-ce que la science? C'est à partir de la réponse à cette question qu'on pourra répondre aux autres questions les jours à venir. Quand on dit science, on pense à savant. J'allais même dire à scientifique, mais on pense à savant. Quand on dit savant, on pense à savoir. Parce que le savant, c'est quelqu'un qui a des savoirs spécialisés. Par conséquent, quand on dit science, on pense intégralement à savoir. La science est un savoir. La science est une connaissance. Mais toutes les connaissances ne sont pas forcément de la science. La science est une connaissance, mais il y a des connaissances qui ne sont pas scientifiques. C'est pourquoi, souvent, on dit connaissance, mais pour être beaucoup plus précis, on dit quoi? Connaissance scientifique. On dit quoi? C'est un savoir, pas seulement, mais on dit un savoir scientifique. Pour éviter quoi? La confusion entre science, savoir et savoir scientifique. Maintenant, à partir de quel moment la connaissance, le savoir peut être appelé science? Et là, il faudrait quoi? Que ce savoir remplisse ce qu'on appelle quoi? Les critères de la scientificité. Ok? Les critères de la scientificité. C'est un certain nombre de critères qui, lorsqu'ils sont remplis par un savoir, lorsqu'on les remarque dans une connaissance, on les appelle science, ou bien savoir scientifique, ou bien connaissance scientifique. Ok? Quels sont ces critères-là? Ils sont nombreux, mais nous allons tout simplement en donner les plus importants. Le premier critère, ou l'un des critères, c'est quoi? L'objectivité. Un savoir ne peut être dit scientifique. Un savoir ne peut avoir une place ou prétendre à la scientificité s'il n'est pas objectif. Que signifie objectivité? On dit quoi? C'est la neutralité. Que signifie quoi? On dit c'est l'impartialité. Qu'est-ce que c'est un savoir, une connaissance neutre, objectif ou impartial? N'oublions pas que le savant est avant tout un homme. Il a des penchants. Il a des penchants naturels. Il a des sentiments. Okay? Il
il a des aspirations personnelles, il a ses propres idées, il a ses propres croyances. Mais au moment où il voudrait énoncer une formule, un savoir, un discours scientifique, on dit quoi? Il doit faire autant que possible preuve de neutralité, preuve d'impartialité. Il doit faire en sorte que ce qu'il dit, ce qu'il énonce, ne reflète absolument en aucun cas quoi? Un sentiment, une idée personnelle ou bien une croyance. On ne doit pas sentir dans l'énoncé des savants quelque chose qui revient ou qui renvoie à la personnalité de l'homme qu'on appelle le savant. C'est pourquoi la science ne doit refléter aucun biais personnel. La science ne doit refléter aucune idéologie, ni raciale, ni économique, ni politique, encore moins culturelle. D'où on déclare que la science est elle est inhumaine. Que signifie inhumaine? Il n'y a rien de chaleureux, il n'y a rien de subjectif, il n'y a rien qui renvoie à un homme donné dans ce qu'on appelle l'énoncé du savant. On dit avec Anatole France que la science est inhumaine. Inhumaine dans ce cadre-là. Parce qu'on ne sent pas les sentiments, on ne sent pas les croyances, on ne sent pas le goût, on ne sent pas la préférence. Le savant, pour peu qu'il voudrait faire œuvre de science, doit se contenter de dire ce qui est perçu à l'observation, dans l'expérience, ce que le spécialiste peut constater et ne pas dire ce qu'il veut, ce qu'il voudrait, ne pas dire ce qu'il pense ou ce qu'il sent. On se rappelle d'ailleurs une célèbre formule qui disait quoi? L'art c'est moi, la science c'est nous. Pour dire quoi? Il n'y a rien de personnel, il n'y a rien de subjectif dans la connaissance qu'on appelle scientifique. Voilà pourquoi le savant doit faire un effort de catharsis, autrement dit, un effort d'épuration, un effort d'entraînement. Il doit quoi? S'exercer. À faire quoi? À dire ce qui est et s'employer autant que possible à ne pas dire ce qu'il pense. Si ce critère d'objectivité est rempli, on dira alors que ce savoir a rempli un grand pas dans la quête de la scientificité. Mais on peut avoir une autre compréhension du mot objectif. Et là, on va partir de quelqu'un qui s'appelle Paul Ricoeur. Paul Ricoeur qui disait quoi? Il y a objectivité à partir du moment où on essaie de fonder ce que nous disons sur quoi? Soit sur des preuves, comme en science, soit sur des arguments. Quels arguments? Des arguments de raison. Ça c'est donc quoi? La connaissance scientifique énonce un point de vue qui n'est pas gratuit. Tout savoir scientifique est censé se fonder soit sur des preuves, soit sur des arguments, sur des faits constatés ou constatables, sur des faits observés ou observables, sur des faits vérifiés ou vérifiables.
Si nous partons de cette appréhension, de cette compréhension du mot objectif, selon Bodecker, on dira, je le rappelle, la philosophie, même si elle est subjective parce qu'elle exprime un point de vue personnel, en même temps, elle est objective parce que le philosophe n'affirme jamais rien de façon gratuite. Ils font toujours ce qu'ils disent sur des arguments et des raisons. Donc, premier élément ou élément fondamental qui fait la particularité de la science, c'est quoi? La science est un discours, elle est une interprétation, elle est une théorie qui est objective, qui veut dire neutre, qui veut dire impartial. Parce qu'elle est objective, elle est neutre, elle est impartiale, on dira alors que la science est inhumaine. Elle est inhumaine, elle n'a pas de cœur, elle ne cherche ni à plaire, ni à déplaire. La science n'est ni morale, ni amorale. Elle n'est ni politique, ni apolitique. Elle est au-dessus, en deçà, loin de la politique, de la morale, de la justice, du beau et du laid. La seule chose qui l'intéresse, c'est la vérité. La vérité. Quoi? La réalité. Même s'il y a une différence entre vérité et réalité, éléments sur lesquels nous reviendrons, je vous le promets, Inch'Allah. Deuxième argument, deuxième élément, qui fait quoi? La caractéristique de la science. C'est quoi? On dit c'est l'exactitude. Ce n'est pas par hasard qu'on dit que la science est une connaissance exacte. Et à chaque fois qu'on parle de la science, on pense à l'exactitude. Ce qui fait l'essence, la quintessence, ce qui fait la carte d'identité actuellement de la science, c'est son exactitude. Dès lors qu'on dit c'est scientifique, on pense immédiatement à c'est exact, à la vérité. Que signifie l'exactitude? Il faut entendre par là que la science est un discours conforme à la réalité. C'est quoi la réalité? C'est ce qui est, c'est ce qui est constatable, c'est ce que l'on constate, c'est ce que l'on observe, c'est ce que l'on vérifie. On peut dire quelque part que la rotation de la Terre autour du Soleil est une réalité. Maintenant, lorsque dans un discours, on prend en charge cette rotation de la Terre autour du Soleil, lorsqu'une formule exprime en une formule mathématique cette rotation de la Terre autour du Soleil, on dit que cette formule scientifique est exacte. Elle est exacte car elle rend compte de la réalité. Ce qui montre quoi? Un discours n'est pas réel. Il est vrai ou il est faux. Mais la réalité n'est pas exacte. Elle existe ou elle n'existe pas. Le mensonge, il est réel, il n'est pas vrai. Mais un discours sur le mensonge peut être vrai s'il est conforme à ce que l'on a dit. Il est faux s'il n'est pas conforme à ce qui a été dit. Donc on dit que la science est exacte car il y a conformité, adéquation entre le discours qu'elle énonce et la réalité. Cette exactitude, cette conformité n'est pas une déclaration de principe. Elle est fondée sur quoi? Elle est fondée sur des preuves. Elle est fondée sur des faits avérés. Elle est fondée sur quoi? Sur des vérifications. Voilà pourquoi on dit la quoi? La science, c'est l'union des travailleurs de la preuve. Voilà pourquoi on dit la quoi? Il n'y a de science que du vérifiable. On ne saurait parler de science s'il n'y a pas une possibilité de contrôler
pour confirmer ou infirmer quoi? Ce qui a été énoncé. Deuxième élément essentiel donc, c'est quoi? La science est une connaissance, mais c'est une connaissance non seulement objective, elle est aussi exacte. Elle est exacte car tout ce que la science énonce est vérifiable, elle est fondée sur des preuves. C'est un ensemble de faits avérés qu'on ne saurait contester parce que les preuves sont établies. Voilà pourquoi on aime à dire même que justement les connaissances scientifiques sont, on va dire, apodiques. Apodiques quoi? D'une vérité indiscutable. Elles sont évidentes car les preuves sont là. Troisième élément sur lequel on se fonde pour caractériser la connaissance scientifique, c'est quoi? On déclare que la science est une connaissance universelle. Et là, on peut se rappeler d'une fameuse formule de Blaise Pascal qui disait quoi? Vérité en deçà des Pyrénées et erreur au-delà. À savoir, ce qui est vrai de ce côté-ci des Pyrénées n'est pas vrai ailleurs. Voilà pourquoi, même si vous prenez le domaine de la beauté, on dit ce qui est beau pour A n'est pas beau pour B. Vous prenez le domaine des goûts, on dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Elles sont relatives. Mais cette relativité, semble-t-il, je dis semble-t-il, on verra que ce n'est pas le cas, semble-t-il, n'a pas sa place en science. Dès lors qu'une théorie, qu'un énoncé a été déclaré recevable parce que fondée sur des preuves, elle s'impose comme une vérité scientifique. En tant que c'est une vérité scientifique, elle devient une vérité universelle. Partout dans le monde où les conditions sont réunies, nous avons justement le même point de vue, la même formule. La même formule a la même signification. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de relativité dans la matière, ou bien en la matière. Voilà pourquoi on a coutume d'entendre que la science c'est Gaston Bachelard qui disait quoi? La science c'est l'accord des esprits c'est l'accord des esprits compétents. C'est cet accord, cette unanimité qui fait quoi? Son universalité. Parce que finalement la science n'est science, elle ne s'adresse qu'aux savants, qu'aux techniciens, qu'aux spécialistes de la matière. En ce sens, nous constatons quoi? Un peu la différence entre la science et la religion, entre la science et la philosophie, entre la science et le mythe, mais aussi entre la science et les autres formes du savoir, mais surtout entre la science et l'art. Parce que dans ces domaines-là, tout est relatif. Seulement en science, il y a une certaine forme d'universalité, une certaine forme de convergence, une certaine forme d'unanimité dans la façon de penser, dans la façon justement d'énoncer les rapports entre les causes et les effets. Un élément non moins important dans le domaine de la science, c'est quoi? On dit c'est la rationalité. La science est une connaissance rationnelle. Et quand nous disons que la science est une connaissance rationnelle, ça signifie quoi? La science est une connaissance compréhensible, accessible à la raison. La science énonce des choses
qu'on pourrait découvrir en usant des lois universelles de la raison. Dès qu'une chose dépasse l'entendement de la raison, dès qu'une chose ne saurait être appréhendée par la raison, cette chose n'a pas encore atteint la dimension et le statut de la scientifique. Voilà pourquoi, justement, les miracles, les croyances surnaturelles ne sauraient être considérées, conçues, appréhendées par la science. C'est pourquoi il y a des choses qui semblent un peu contredire, je vais même dépasser les lois de la science. C'est pourquoi, lorsqu'on nous dit que quelqu'un, justement, s'est envolé vers le ciel après sa mort, c'est le Christ. On parle non seulement de la résurrection, mais on parle de la rédemption. C'est un problème, parce que ça dépasse le cadre de la connaissance. Ça appartient à la foi et non plus à la connaissance. Lorsqu'on dit, par exemple, d'un Cheikh Ahmadou Bamba qu'il a eu à prier sur l'océan sans sombrer au fond de la mer, cela relève non pas de la connaissance, non pas de la raison, non pas du bon sens, mais cela relève de la foi et de la croyance. En tant que ces éléments-là relèvent de la foi et de la croyance, en tant que ce sont des choses qu'on ne peut pas vérifier, alors ces choses-là ne sont pas scientifiques. Parce qu'elles dépassent la raison, on ne saurait les accepter dans la dimension de la science. Voilà pourquoi on dit que la science est aussi une connaissance rationnelle. Mais la science aussi, c'est quoi? Il faudrait un peu la cohérence. Quand on dit la cohérence, on parle de la logique. Ok? Et la cohérence et la logique sont des éléments de la rigueur. Quelle rigueur? On dit une rigueur intellectuelle. En science, tout ce qui n'est pas logique, tout ce qui est contradictoire, ne saurait être de la science. S'il y a par exemple contradiction par rapport aux lois du raisonnement, dire une chose et son contraire, vouloir affirmer une chose et son contraire, ce n'est pas scientifique. Mais s'il y a incohérence entre l'expérience et la réalité, s'il y a incohérence entre l'hypothèse et l'expérience, alors on ne saurait parler de science. Donc, pour nous résumer sur la réponse par rapport à qu'est-ce que la science, nous avons dit que la science est un savoir, elle est une connaissance, mais toute connaissance, tout savoir n'est pas forcément une science. Pour être une science, un savoir doit remplir un certain nombre de critères qu'on appelle les critères de la scientificité. Parmi ces critères, il y en a plusieurs, mais les plus essentiels sont l'objectivité, l'exactitude, l'universalité, la rationalité, on va dire la cohérence, la logique, qui sont des éléments, des symboles de la rigueur intellectuelle. Quand on dit qu'est-ce que la science, on peut répondre à cette question cette fois-ci, non pas en mettant en exergue les éléments, les critères de la scientificité, mais on peut répondre à cette question justement en disant que la science est un discours, elle est une réflexion, elle est une connaissance, elle est un savoir, mais qui a pour objet quoi? Qui a pour objet ce qu'on appelle ici le phénomène.
La science, c'est donc l'étude du phénomène. Le phénomène, il faudrait alors le distinguer de ce que Kant a dit le noumène. Le noumène, c'est quoi? Le noumène, c'est une réalité, mais une réalité, on va dire, abstraite. Abstraite, on ne peut pas le localiser ni dans le temps, ni dans l'espace. Le noumène est une réalité, elle est abstraite, on ne peut pas la toucher. Elle est intangible, elle est illocalisable dans le temps ou dans l'espace. C'est le cas lorsque nous disons l'amour. Oui, l'amour existe. Parce que l'amour existe, on dit l'amour est une réalité. Mais on ne peut pas saisir, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas citer, localiser quoi? Ce qu'on appelle l'amour. L'amour est un noumène, c'est une réalité abstraite. On dira même, c'est un concept intelligible. On dira alors, c'est une réalité intelligible. On ne peut percevoir l'amour que par l'esprit, que par l'intelligence, par l'intelligence. Mais ça ne se perçoit pas comme nous le verrons tout à l'heure avec le phénomène. Le domaine est une réalité abstraite, intelligible, on va dire, c'est donc une réalité qui n'est pas observable. On ne peut pas observer. Nous pouvons voir un amoureux, nous pouvons voir la manifestation de quelqu'un qui est amoureux, mais l'amour en tant que tel, ça ne se voit pas. Le beau en tant que tel, ça ne se voit pas. Socrate le dit, Platon le dit que ce sont des réalités qui appartiennent au monde intelligible. Ça ne se constate pas. Donc, lorsqu'on dit la science, elle n'est pas étude du domaine. Elle n'est pas étude, pour parler comme Kant, des réalités suprasensibles. Suprasensibles, des réalités qui sont au-delà du monde des sens. Des réalités qui sont au-delà, justement, de ce qu'on appelle la perception sensible. La science, justement, elle est réflexion, discours, savoir sur le phénomène. On dira même sur le phénomène naturel. Mais le phénomène, c'est quoi? C'est quelque chose qui est observable. C'est quelque chose, on dira, qui est constatable. Le phénomène est vérifiable. Le phénomène, il est localisable. Le phénomène, il est, on va dire, connaissable. C'est ce qu'on dit. La science, c'est l'étude. C'est un domaine d'étude, un domaine de recherche et un domaine d'étude. De quoi? Qui porte sur le phénomène. On dira en général sur le phénomène ou les phénomènes de la nature. Voilà pourquoi en général on parle même de science, de l'observation, ou bien on parle de science naturelle, ou bien on dit même de science expérimentale. En ce sens donc, on distingue quoi? Ce que la science est et ce que quelque chose qui n'est pas la science est. La science, c'est sur le vérifiable. La science, c'est sur le connaissable. La science n'est pas discours, elle n'est pas réflexion sur l'évaluation, sur ce qui est de l'ordre des sentiments, sur ce qui est de l'ordre de la foi, ou en tout cas sur ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle de l'abstraction. En ce sens, on a un autre élément de perception de la science. Ce qu'on dit, ce que vous faites là, c'est de la science. C'est de la science parce que vous faites une étude objective, une étude rationnelle, une étude critique qui ne porte pas sur les domaines, mais qui porte sur les phénomènes. Voilà un deuxième critère, justement, qui nous amène à définir la science. Mais on pourrait aussi
connaître davantage ce que la science, en partant de quoi? En partant de ce qu'on appelle sa méthode. Sa méthode, on va dire sa méthode d'investigation. Sa méthode de recherche. Sa méthode, on va dire, d'interprétation. C'est pourquoi on parle généralement de la méthode scientifique ou bien de la méthode expérimentale. Éléments sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure, Inch'Allah, dans la deuxième partie de notre cours. Après avoir tenté de répondre à la question qu'est-ce que la science, nous allons dans la partie 2 voir comment utiliser ces éléments dans des sujets déjà sortis au baccalauréat ou susceptibles de sortir. Un de ces sujets est celui-là. La science est-elle totalement scientifique? Pour une interrogation. Quand on dit la science est-elle totalement scientifique, cela signifie quoi? Est-ce que tous les critères qui font la science sont effectivement respectés, absolument parlant, par la science? Peut-on dire que la science est totalement objective? Est-ce qu'elle est totalement exacte? Est-ce qu'elle est totalement rationnelle? Est-ce que la science est totalement universelle? Si tous ces critères, comme nous l'avions indiqué tout à l'heure, sont totalement respectés en science, on dit alors que la science est totalement scientifique. En d'autres termes, on dira alors que dans la science, il n'y a aucune dose, on dira, de subjectivité. Il n'y a aucune dose de subjectivité si elle est objective. Et dans ce cas, on dira que peut-être par rapport à l'objectivité, la science est totalement objective. Peut-on dire qu'en science, les vérités sont absolues et sont définies? Peut-on dire ça? Si nous réfléchissons sur l'histoire de la science, on verra que la science, dans la première partie, on dira alors, la science est généralement perçue comme une connaissance, on dira une discipline qui remplit les critères, ok? Les critères, on dira, d'objectivité, d'exactitude, on dira d'universalité. Voilà l'idée qu'il fallait ou qu'il faut montrer dans la première partie. Dans l'acception, dans l'entendement de la plupart des hommes, il ne fait aucun doute, la science est scientifique. La science est scientifique car justement elle est objective,
elle est rationnelle, elle est exacte, elle est impersonnelle. Je n'ai pas besoin de revenir sur ces éléments-là, parce que tantôt dans la première partie, nous les avons très bien, nous pensons, exposés. La science, dit-on, elle est scientifique, parce que l'objectif du savant n'est pas, n'a jamais été, et peut-être ne sera pas d'exprimer un point de vue personnel. Le savant n'a pas l'intention de dire une chose qu'il ne pourra pas fonder sur une preuve. Pour toutes ces raisons, on dira alors que dans la première partie, la science est présentée comme étant scientifique. On va même dire totalement scientifique. Mais dans la deuxième partie, on va dire quoi? Deuxième partie, on dira quoi? Cependant, virgule, sur certains aspects, virgule, la science n'a pas totalement réussi. À quel niveau la science a péché? La science, dit-on, a péché au niveau de l'objectivité. On dit que la science est objective, nous l'avons déjà expliqué, mais on peut douter de cette objectivité. Certains diront même que l'objectivité du savant n'est pas une réalité, c'est tout simplement une idée, un idéal. On dira même que c'est une objectivité de principe. Dans le principe, la science est objective. Dans son intention, le savant est objectif. Mais dans la réalité, il ne l'est pas. Pourquoi dit-on que la science n'est pas objective? On dit que la science n'est pas aussi objective qu'on ne le déclare parce que le savant est avant tout un homme. Et parce que c'est un homme, il a forcément une ou bien des croyances. Des croyances qui font partie de son être. Des croyances qui font partie, pour parler comme Freud, de quoi? De son surmoi. Le savant, mais c'est quoi? Un homme, mais l'homme d'une génération. Le savant, c'est l'homme d'une société. Le savant, c'est l'homme qui a reçu une certaine forme d'éducation. Le savant, c'est l'homme d'une situation, pour parler comme Jean-Paul Sartre. Le savant, c'est quoi? Un être imparfait. Freud nous dira que le savant, c'est à la fois conscience, mais c'est aussi un inconscient. Voilà autant d'éléments qu'on peut appeler des couches qui se sont sédimentées, qui se sont superposées et qui font partie de quoi? De ce qu'on appelle la personne qui est le savant. D'où le savant a l'intention ou peut avoir l'intention de quoi? D'être objectif, de dire quoi? La réalité, rien que la réalité, seulement la réalité, sans tenir compte de ses croyances, sans tenir compte de son éducation, sans tenir compte de sa situation, sans tenir compte de sa condition d'homme, mais n'empêche, selon les déterministes, tout homme, qu'il le sache ou non, consciemment ou inconsciemment, est forcément déterminé, un tant soit peu par quoi? Par des éléments, ou du moins par un élément. Ça signifie quoi?
il y a chez le savant quelque chose qui concourt et qui ne peut pas manquer de concourir à quoi? À influencer, ne serait-ce qu'à un degré minime, quoi? Son interprétation des choses. D'ailleurs, nous pensons même que notre jugement dépend en général de quoi? Dépend en général des connaissances d'hier ou d'aujourd'hui, mais notre jugement dépend aussi de quoi? Du matériel que nous pouvons utiliser pour faire nos recherches, pour faire nos observations, pour faire nos expériences. La preuve, il fut un moment, on disait que la Terre est immobile. On disait que la Terre est le centre du système solaire. Celui qui le disait ne le disait pas de façon gratuite, de façon aveugle, de façon délibérée. Il pensait se fonder à l'époque sur les éléments d'observation qui étaient à sa disposition. Mais aujourd'hui, le monde a évolué, la technologie a évolué, donc les outils d'observation aussi ont évolué. Par conséquent, ce que nous disons dépend en général, non pas forcément de la réalité, mais ça dépend du niveau de perfectionnement et de sophistication de quoi? Des outils d'observation, d'analyse dont nous disposons. Ce que donc dire quoi? Le point de vue énoncé par le savant peut être influencé, peut dépendre de quoi? Des outils d'observation dont il dispose en un moment donné de son histoire. Voilà pourquoi ceux qui disaient que la Terre est ronde, la Terre est le centre du système solaire, ils ne pouvaient que dire cela. Voilà aussi pourquoi Galilée, qui a sa lunette d'observation, ne pouvait dire que la Terre n'est pas ronde, la Terre n'est pas mobile, la Terre n'est pas le centre du système solaire. Dans le futur, d'autres qui auront des outils d'observation beaucoup plus sophistiqués, peut-être diront autre chose. Par rapport à tout cela, on dit alors que la science, même si elle tend à l'objectivité, le savant, même si dans le principe, il veut être objectif humainement, matériellement, du point de vue situationnel, il ne peut pas être totalement objectif. Ce n'est pas un pur esprit, ce n'est pas un homme coupé du monde, ce n'est pas un extraterrestre, ce n'est pas un homme qui vit dans une tour d'ivoire. C'est un homme, en tant qu'homme, il est imparfait, il est susceptible de faire des erreurs. C'est un homme, en tant que c'est un homme, il a des croyances, il a une sensibilité, une susceptibilité. C'est un homme, en tant que c'est un homme, c'est l'homme d'une époque, c'est l'homme d'une société, pour parler comme Jean-Paul, comme Karl Marx, qui disait quoi? C'est la structure qui un peu influence la superstructure. Ma façon de penser, ma façon de voir est déterminée en général par les conditions matérielles, les conditions historiques, les conditions culturelles dans lesquelles nous nous trouvons. En ce sens-là, le savant ne fait pas exception. Même si, effectivement, on peut parler d'un degré appréciable d'objectivité. Mais objectif à 100%, non. Et dès lors que la science n'est pas à 100% objectif, déjà ça suffit pour dire que la science n'est pas totalement scientifique. Ça, c'est un élément. Il y a un deuxième élément qui montre qu'il y a une forte part de subjectivité dans la science. Que dans la science, certes, il y a de l'objectivité, mais aussi il y a de la subjectivité. La preuve, il y a quelqu'un qui s'appelle Karl Popper. Que nous dit Karl Popper? Il nous dit que la science en général, où le savant procède par de généralisation, il part du particulier au général, dans son expérience. Il nous donne une petite expérience que je vais un peu déformer. À savoir, vous voulez faire une recherche. Vous voulez savoir quoi? Par exemple, quelle est la couleur du
Pi du pigeon. Mais pour savoir quelle est la couleur du pigeon, il faut faire des recherches. Il fait des recherches, il va en Europe, il voit que les pigeons qu'il a vus sont de couleur blanche. Il voit en Amérique, les pigeons qu'il a vus sont de couleur blanche. Il voit en Afrique, il va en Asie, il va en Arabie, il va même en Antarctique. Partout où il se rendra, où il s'est rendu, le savant n'a vu que des pigeons blancs. Des milliers, des millions de pigeons blancs. Qu'est-ce qu'il dit? Il généralise quoi? Il parle de ce qu'il a vu, il parle de ce qu'il a constaté pour énumérer quoi? Une formule qu'il veut, universelle. En disant quoi? On peut déclarer que la couleur du pigeon, c'est le blanc. Non. En le disant, on est en train d'énumérer un point de vue non pas réel, non pas universel, mais on est en train, sans le savoir, d'énumérer un point de vue personnel. Parce que ce n'est pas parce que tous les pigeons que je vis dans les 5 continents sont de couleur blanche, ce n'est pas suffisant pour dire que la couleur du pigeon, c'est d'être blanc. C'est une exagération à ce niveau-là. D'où on dit alors, le savant part du particulier au général. Il voudrait faire un élément de convenance personnelle, le fondement, la base d'une théorie. Maintenant, on remplace les pigeons par quoi? Par ce qu'on appelle l'hypothèse. Vous avez une hypothèse, vous faites la vérification. Une fois, c'est concluant. Vous vérifiez 1 milliard de fois, c'est toujours le même résultat. Vous dites alors, sur cette base-là, on peut énumérer la théorie. La théorie, non. 1 milliard de fois ne suffit pas pour énumérer une vérité. Parce qu'il suffit qu'une seule compte de vérité vienne renverser toute la théorie. Voilà un deuxième élément qui a amené Karl Popper à déclarer quoi? À déclarer que la science n'est pas aussi objective qu'on ne le pense et que dans la science, il y a une part de subjectivité. Parce qu'il y a une part de subjectivité, alors il faut revoir quoi? La scientificité de la science. Il y a un deuxième élément sur lequel on pourrait se fonder pour douter de la scientificité de la science. C'est quoi? C'est l'exactitude. On dit que la science est une connaissance exacte. Mais nous pensons qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Il faut quoi? Relativiser l'exactitude de la science. En effet, si nous regardons l'histoire de la science, si nous nous retournons pour évaluer l'histoire de la science, on verra quoi? Que la science n'a jamais progressé de manière, on va dire, de manière linéaire. La science n'a jamais progressé de manière linéaire. Que signifie linéaire? Elle n'a jamais progressé en passant d'une vérité à une vérité, d'une vérité à une vérité, dans une chaîne continue. Non. Nous avons constaté quoi? Et c'est avéré que dans la science, une théorie peut être acceptée comme vérité pendant 100 ans, pendant 200 ans, pendant plusieurs siècles, mais avec le temps, en fonction des nouvelles découvertes, on va se rendre compte de quoi? Qu'en réalité, la théorie que nous avions toujours considérée comme étant une vérité absolue, est loin de l'être. En effet, je viens de donner un exemple. On disait tout à l'heure que la Terre est
immobile, mais avec le temps, on a vu qu'en réalité, la théorie de la Terre est immobile n'est pas fondée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc procéder à une rectification. On a dit que la Terre est ronde avec le temps. On a dit que cela n'est pas totalement vrai, car elle est aplatie sur les deux côtés. On a dit aussi que le soleil se lève et le soleil se couche. Avec le temps, on a vu que cela n'est pas une vérité. On a dit que le soleil est immobile. Ce n'est pas totalement le cas. Parce qu'on a découvert il y a très longtemps que le soleil aussi, il bouge. Il ne bouge pas en tournant sur lui-même, mais il bouge de haut vers le bas. Voilà autant d'éléments. Il y en a plusieurs qui montrent quoi? Qu'une théorie scientifique peut être acceptée comme une vérité parce que fondée sur des preuves à l'époque, mais à chaque fois que dans le domaine de la science, on fait de nouvelles découvertes, on se rend compte de quoi? Qu'il y avait une marge d'erreur dans l'ancienne théorie. D'où on ne peut pas dire même qu'il existe de connaissances scientifiques. On ne peut pas dire qu'il existe de vérité scientifique. Mais on peut dire quoi? Qu'il n'existe que des connaissances scientifiques qui tendent vers la vérité. C'est comme si la science va vers la vérité. Et pour aller vers la vérité, ce qu'elle fait, elle ne cesse de rectifier quoi? Les connaissances. Elle ne cesse de rectifier les théories. La théorie d'aujourd'hui est la rectification de la théorie d'hier. Voilà pourquoi quelqu'un disait que la science n'est pas exacte, la science n'est pas vraie, parce que la vérité, c'est quoi? C'est comme une terre promise. C'est comme un idéal. Qui le disait? C'est Saint-Exupéry. C'est Saint-Exupéry qui disait quoi? La vérité est comme une terre promise. C'est comme un idéal. Donc la science est obligée à chaque fois de se rajeunir. Que signifie se rajeunir? De s'adapter à la réalité et de rompre avec les théories du passé. D'où, justement, il n'y a pas de vérité scientifique, il n'y a que des connaissances scientifiques qui aspirent à la vérité. D'où les vérités scientifiques ne sont pas absolues, elles ne sont que partielles, provisoires, on va donc dire éphémères. En ce sens, je le répète, la science ne progresse pas de manière linéaire, elle ne progresse pas de manière continue, au contraire, la science progresse de manière rupturale, de manière discontinue. Pourquoi rupturale? Il y a rupture entre la théorie T0 et la théorie actuelle qu'on appelle T1. Parce qu'il a fallu rectifier T0 pour avoir T1. Dans T0, il y avait une part de vérité, mais il y a aussi une part d'erreur. C'est la rectification de l'erreur qui rapproche de la vérité. On dit alors, les vérités scientifiques ne sont que des vérités approximatives. Par conséquent, dès lors que nous avons montré que la vérité en science n'est pas réelle, elle n'est que partielle, elle est plus un idéal qu'un fait, dès lors que nous avons montré que l'objectivité du savant n'est pas totale, ou du moins que ce n'est qu'une objectivité de principe, dès lors que nous avons montré qu'à côté de la vérité, il y a une erreur en science,
Dès lors que nous avons montré que dans le domaine de la science, il y a une dose non négligeable de subjectivité, nous dirons alors que la science n'est pas totalement scientifique. Elle est scientifique en partie, mais la scientificité n'est jamais totalement acquise par la science. Voilà un premier sujet qui nous a permis un peu de voir comment on peut répondre ou comment on peut utiliser les éléments du cours. Et je rappelle en passant que, sans le dire même, j'ai traité ou j'ai abordé 2 sujets qui étaient sortis au baccalauréat en série L. Et je vous le rappelle pour l'épistémologie. L'un des sujets, c'est quoi? C'est l'objectivité n'est telle qu'un idéal. Nous l'avons montré. Mais nous l'avons montré en parlant de l'objectivité du savant. Mais si il a seulement dit l'objectivité n'est telle qu'un idéal, il ne faut pas ramener le cours, le devoir, le sujet à la science. On a traité un autre sujet quoi? La science est-elle totalement scientifique? Nous avons répondu à cette question-là. C'est quoi? La science est-elle exacte? Et nous avons montré que la science, dit-on, est exacte, mais dans les faits, on constate qu'elle n'est pas aussi exacte qu'on le déclare. Ce sont des sujets qui sont sortis au baccalauréat. J'ai essayé de répondre à ces sujets, j'ai essayé de les aborder, je vous les montrer, sans pour autant restituer mon cours. Donc c'est une utilisation dynamique et intelligente de quoi? Des éléments du cours. Quelqu'un donc qui ne connaît pas qu'est-ce que la science, qu'elle est objective, qu'elle est exacte, qu'elle est etc., ne pourra pas répondre à ces questions-là. Après cela, nous allons terminer le cours d'aujourd'hui sur un autre sujet. C'est quoi? C'est l'homme peut-il être un objet de science? On pense à quoi? La notion de science de l'homme est-elle acceptable? Peut-on dire que sur l'homme, on peut faire quoi? Une œuvre de science. Et lorsqu'on dit science de l'homme, on pense en général à l'histoire. On pense à la sociologie. Est-ce que l'histoire, la sociologie remplissent les critères de la science? À savoir, je le répète, l'objectivité, l'exactitude, l'universalité, la rationalité, etc. Est-ce que ces critères-là peuvent être respectés dans le domaine de la science, qu'on appelle les sciences de l'homme? Et par rapport à ce sujet-là, qui peut sortir, qu'est-ce que l'élève doit montrer? Et on se rappelle ici, cela me rappelle un sujet quoi? Qui disait quoi? On va revenir sur ce sujet-là, Voilà le sujet qui disait quoi? L'historien peut-il s'empêcher de juger? Ça renvoie à la question de tout à l'heure. Peut-on parler de science de l'homme? Et là, on peut dire oui, mais on peut dire non. Oui, d'une part, mais on dira non d'autre part. Pourquoi oui? Oui, du point de vue de l'intention. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'historien, le sociologue par exemple, ont l'intention
de faire une étude de la sociologie, de faire une étude de l'histoire, de faire une étude de l'homme, en empruntant aux sciences exactes le secret de leur succès. C'est pourquoi, en histoire, en sociologie, en anthropologie, en archéologie, il est question de quoi? De faire une étude objective. De faire une étude objective. Il ne s'agit plus de s'enfermer dans son bureau pour essayer de dire qu'est-ce qu'on pense. Il ne s'agit plus de faire travailler son imagination. Il ne s'agit plus d'avancer des théories sans les fonder sur des preuves. Voilà pourquoi, en histoire, en sociologie, on fait quoi? On fait des enquêtes. En histoire, on fait des fouilles. On fait quoi? Des enquêtes. En élaborant des grilles, mais parfois même en descendant sur le terrain, en faisant comme le travail du journaliste, en posant des questions à quoi? Aux témoins de l'histoire. Là, on essaie quoi? On essaie de rechercher le maximum de faits, le maximum de preuves. C'est pourquoi, aujourd'hui, même on utilise les éléments de la science, les éléments de la technique. On se rappelle de Cheikh Anta Diop, il utilise ce qu'on appelle le carbone 14 pour faire une datation scientifique objective. Aujourd'hui, on utilise même ce qu'on appelle des enquêtes sur l'ADN pour voir est-ce que cet os-là, c'est pour un homme, c'est pour une femme, de quoi il est mort, comment il vivait, etc. Quel est l'âge? Donc voilà un travail de terrain que nous constatons du moins en histoire. On quitte Thiès, on va dans le Sine, on descend dans le terrain, on creuse des trous, on fait un travail méthodique, on fait un travail scientifique, on fait un travail d'experts, qui sont là des éléments qui donnent un cachet scientifique à l'histoire et à la sociologie. En sociologie, on ne travaille pas n'importe comment. On travaille en faisant des enquêtes. On travaille en faisant des grilles dans lesquelles on mentionne l'âge, la profession, le sexe. On pose des questions, on fait des recoupements. C'est un ensemble de travail qui montre quoi? La volonté d'être objectif. C'est donc une rupture par rapport à une tradition qui n'a rien de scientifique. C'est donc une façon de procéder qui a une tendance à rompre avec une idéologie. Rompre avec les préjugés. Et faire parler les éléments de terrain. Par rapport à tout cela, on peut parler d'une scientificité des sciences de l'homme. Par rapport à tout cela, on peut parler de sciences de l'homme. Mais, si nous allons dans l'antithèse, on trouve là qu'il est presque impossible d'accepter la notion de science de l'homme. Ou bien on va l'accepter, mais on va l'accepter avec prudence, avec pincette. Pourquoi? Parce que pour faire une science, il faut avoir un objet d'étude. Et ici, l'objet d'étude, c'est qui? C'est l'homme. Est-ce que l'homme est connaissable? Les élèves qui me suivent pourront retourner dans leur cours sur nature et culture. Ils pourront retourner dans leur cours sur conscience et inconscient. Pour montrer quoi? Que l'homme n'est pas connaissable. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas l'homme n'est pas une constante. Au contraire, l'homme est un variable. L'homme est un être variable, on se rappelle, en disant quoi? L'homme n'est pas, virgule, il, on
on dit il devient. L'homme est un être en devenir. Dès lors que l'homme est un être en devenir, il sera difficile de fonder quelque chose de vrai, de valable, d'absolu sur l'homme. Ça, c'est la première remarque à faire. La première remarque qui montre la première difficulté à parler d'une science de l'homme. Son objet d'étude, c'est l'homme. L'homme n'est pas la plante, l'homme n'est pas le rocher, l'homme n'est pas la pluie. La pluie, la plante, le rocher sont des constantes. Ils sont invariables. Mais l'homme n'est pas. On se rappelle de Héraclite d'Éphèse qui disait quoi? Que l'homme est comme un fleuve. Il coule, il bouge. Et on ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve. Entre l'homme d'hier et l'homme d'aujourd'hui, il y a une évolution. Au plan psychologique, au plan mental, au plan moral, au plan émotionnel. C'est pourquoi, si nous voulons faire sur un homme une expérience sociologique, une expérience culturelle, on ne peut pas avoir les mêmes résultats. Parce qu'entre la première et la deuxième expérience, il y a quelque chose en l'homme qui a changé. On dit science de l'homme, mais en réalité, ce que nous voyons, ce n'est pas l'homme, mais nous voyons quoi? Un homme, nous voyons des hommes. Or, ce qui est valable sur un homme, ce qui est valable sur des hommes, n'est pas forcément valable sur l'homme. Et même si c'est valable sur l'homme, on ne pourra pas en faire l'expérience. Parce que l'homme, c'est quelque chose, une construction de l'imagination. Il fallait donc dire quoi? Science d'un homme, science des hommes, mais pas science de l'homme. L'homme n'est pas un être historique, générique. Nous voyons un homme en situation. Nous voyons un homme en action. Nous voyons un homme dans l'histoire. Mais l'homme en tant que tel, c'est une construction de l'intelligence. Ça ne se constate pas, ça ne se voit pas. Troisième élément qui rend difficile la constitution d'une science de l'homme, c'est quoi? C'est que si l'homme existe, c'est quoi? C'est donc une réalité, on va dire, unitaire. C'est donc une réalité, on va dire, entière. C'est une unité. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que il y a des disciplines, il y a l'histoire, il y a la sociologie, il y a l'anthropologie et il y a d'autres domaines. Tous ces domaines entreprennent de parler de l'homme, mais au lieu de parler de l'homme comme un tout, comme une unité, mais ils parlent de l'homme en le découpant. L'histoire ne parle que du passé de l'homme. La sociologie ne parle que de la situation de l'homme en société. Dans l'anthropologie, on ne parle que de la culture, du mode de vie de l'homme. Donc parler de la culture, de l'histoire, de la société, ne signifie pas parler de l'homme. Parce que finalement, l'histoire est en rapport avec la sociologie, la société. L'histoire et la sociologie sont en rapport avec l'anthropologie. Or, ici, nous constatons quoi? Une étude fragmentée. Chacun prend son domaine de manière isolée, comme si ma façon de penser est séparable de ma culture. Comme si ma façon de vivre n'est en rien déterminée en partie par mon histoire. Voilà donc des éléments qui rendent difficile quoi? La constitution d'une science de l'homme. On ne saurait parler de science sans parler de relation de cause à effet, ou du moins d'effet à cause. Les mêmes effets sont produits par les mêmes causes. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et cela permet de faire quoi? Cela permet de faire une prévision. On a la météo qui fait des prévisions de pluie. Ok?
Mais s'il s'agit de l'homme, il sera difficile d'en parler. Parce qu'encore une fois, chez l'homme, les mêmes causes ne produisent pas forcément les mêmes effets. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas une chose, l'homme n'est pas une constante, l'homme c'est quelque part un être dynamique, l'homme c'est un variable. Mieux, pour parler comme Nietzsche, on dira que l'homme est comme un labyrinthe. À savoir, pour utiliser une formule mathématique, l'homme est comme une équation à plusieurs inconnus. On ne saurait connaître l'homme, on ne saurait parler d'une science de l'homme, parce que pour parler comme Luc Ferry, il disait quoi? Il disait l'essence de l'homme est de ne pas avoir d'essence. Ou bien l'essence de l'homme, c'est quoi? C'est justement d'être libre. Comme l'homme est libre, il est imprévisible. Comme l'homme est libre et imprévisible, il sera difficile de le connaître. Voilà, chers élèves, la première et la deuxième partie d'une modeste contribution que je tenais aujourd'hui à partager avec vous en vous donnant rendez-vous dans les jours à venir sur le même thème avec d'autres sujets. Je vous remercie infiniment. Prépa Bac 2021 vous est offert par la République des valeurs.